Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de top 5. Donc top 5 des one-shots qui sont dans mes préférés de l'année 2024. Comme on arrive à peu près au milieu de l'année, j'ai vu des personnes en parler un peu de leur meilleure lecture jusqu'à maintenant. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit top 5. Donc il y a des petites exceptions dans le lot. Il y a 3 réels one-shots. Il y en a un où en fait on a un prix qui va y avoir un séquel dessus. Et il y en a un en fait où c'est une saga mais chaque tome est indépendant. Voilà. Et c'est le seul qui apparaît pas sur la miniature. Mais je pense que vous vous doutez peut-être un peu duquel ce sera. Et vous aurez un peu l'avant-première de mon avis parce que lui il sera dans l'update de mai. Donc d'ici 3 semaines environ, à peu près 3 semaines, un mois. En cinquième, j'ai mis The House in the Cerulean Sea, que moi j'ai en VO. Et du coup, à la base c'est un one-shot. Sauf que du coup, on va avoir un séquel qui va sortir en août, si je me trompe pas, en VO. Donc voilà, moi je l'ai lu en VO. J'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai eu un coup de cœur dessus. C'était ma première lecture en VO anglais, donc ça reste accessible. Franchement, si vous vous en sortez un peu en anglais, ça reste assez accessible. Il y a des moments où vous allez sûrement bloquer parce qu'on reste sur de la cozy fantasy, donc il y a quand même des termes, des spécificités de mots que vous n'allez pas forcément connaître. Donc des fois on peut comprendre avec le sens de la phrase, avec le sens, avec l'environnement ou autre, mais des fois ça peut aussi bloquer. Voilà. Donc dans cette histoire en fait on va suivre Linus, qui en fait est un fonctionnaire qui en fait passe ses journées à faire métro boulot dodo. Il n'a pas d'autre but dans la vie que de faire son travail. Il fait ça, c'est sa raison d'être, et puis voilà, rien de plus. Son travail, en fait, c'est d'aller dans des orphelinats où vivent des enfants un peu particuliers et de voir si tout se passe bien pour eux, s'ils sont en sécurité, s'ils vont bien, voilà, que tout se passe bien. Ensuite, il rentre, il fait des rapports et en fonction, les personnes qui sont au-dessus vont juger de si les enfants sont en sécurité ou pas. Un jour, il va être appelé à aller dans cet orphelinat, qui est l'orphelinat le plus confidentiel, le plus important, le plus interdit, parce que c'est là où il y a les enfants catégorisés les plus dangereux. Voilà, donc globalement, très peu de personnes connaissent son existence, c'est très bien gardé, et ils vont l'envoyer parce que suite à son profil. Linus, c'est une personne qui, voilà, genre, il fait juste son travail, et voilà. Il va découvrir cet orphelinat avec les enfants qui y vivent, ainsi que le propriétaire et une dame qui s'occupe un peu plus de l'île, parce qu'on est sur une île en fait. Et donc on va découvrir des enfants particuliers les uns que les autres. On va avoir aussi un propriétaire particulier. Je sais que beaucoup le comparent justement à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je n'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le film. Je vois un peu en quoi ça coïncide. On va dire oui et non. Sur le principe que c'est un orphelinat avec des enfants particuliers et une personne particulière qui les dirige, oui. Sinon, l'histoire n'est pas pareille du tout, vu que dans Miss Peregrine, il y a des méchants qui viennent, etc. Là, on est sur du cosy. Il n'y a pas d'action, forcément. Enfin, il n'y a pas spécialement d'action. Globalement, on les suit vivre leur vie et tout. On est dans un livre où vous allez avoir la trope de Found Family, qui est une trope que j'affectionne beaucoup. Et vraiment, voilà, on s'attache aux personnages, à tous les personnages. On va découvrir l'avancée de Linus. Linus, c'est un petit peu un Scrooge. Voilà, Scrooge, c'est un petit peu le vieux papy aigri qui aime pas Noël, qui aime pas les gens, qui aime rien.
il a rien dans la vie qui le rend heureux, il a rien qui le fait vivre, voilà. Un vieux papier gris. Bon, Linus c'est pas un vieux papier gris, mais il y a ce côté où il n'y a rien qui le fait vivre. Et en fait, avec cette expérience, il va découvrir une famille et il va découvrir ce que c'est d'avoir une maison, d'avoir un chez-soi et de se sentir à la maison. Et par exemple, justement, il y a un moment où justement il va dire que c'est sa maison en fait. Et ce moment, on est content quand on le lit. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé, ça se lit super bien. C'est un livre qui est très apprécié en général. Et du coup, j'ai super hâte de découvrir le séquel. Donc je le lirai sûrement en VO. Donc quand il sortira, j'essaierai de l'attraper. Parce que j'ai super hâte de savoir ce qui va se passer. Surtout que j'ai lu un peu le résumé et ça me titille pas mal. Mais voilà. En quatrième, j'ai mis La vie invisible d'Adi Larue. Donc, avec tous ces petits post-it que j'ai aussi en relié qui est par... Oui, qui est juste là en fait. Voilà. Alors, pareil, j'ai eu un très gros coup de cœur dessus. Je vous en ai parlé dans mon update. Dans l'update de mars, si je ne me trompe pas, je vous remets la vidéo. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai mis en quatrième? Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en fait, je l'ai lu en plusieurs fois. Qui fait que je me suis un peu égarée de l'histoire, un peu égarée de l'ambiance et de tout ce qui se passe. Et ça reste un pavé de 700 pages. Qui est pas facilement digeste. Comparé aux livres qui sont justement dans le top 3, que j'ai dévoré, que j'ai lu très rapidement, je crois les 3, je les ai lus en même pas 2 jours à chaque fois. Lui, il m'a pris beaucoup plus de temps. Et même si je l'aime beaucoup, même si je suis très attachée à ce livre et que je le relirai sûrement un jour, c'est pas un livre où je me dis je vais le relire demain. Ou c'est pas ce livre où je vais me dire je vais aller le vendre à tout le monde. Parce que c'est un livre qui est particulier, parce qu'il est assez lent, assez contemplatif. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas spécialement d'action. En fait, on suit une personne dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai plusieurs personnes avec qui j'ai discuté qui n'ont pas apprécié le livre. À cause de ça, justement, ça reste 700 pages où il se passe pas grand chose. Et ça peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Moi, j'aime bien parce que ça permet de faire des pauses sur des grosses lectures qui sont denses, qui font mal. De faire une pause, même si là, on fait une pause pareil, plutôt longue. Mais moi, c'est quelque chose qui, en général, j'aime bien. Je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai aimé ce qui s'est passé, mais pas assez pour que ça soit top 3. Mais ça reste un très bon livre. Et justement, si vous aimez l'histoire, justement un peu contemplative, un peu tranquille, sans trop de rebondissements ou d'action, il est super, hein. Mais voilà, faut accorder le temps, faut accorder tout ça. Le top 3 maintenant. J'ai eu un peu mal à savoir qui je mettais troisième, qui je mettais deuxième, mais certaines choses ont fait que j'ai pris ma décision. En top 3, nous retrouvons Cœur de sorcière, que je vous ai présenté dans l'update de février, si je ne me trompe pas. On est sur un one-shot, donc comme La vie invisible d'Adi Larue, on est sur un one-shot. Ici, on est sur Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, qui, voilà, moi j'ai la version de Sabran. On est sur de la mythologie nordique, en fait, où on va suivre Angrboda, ses 3 enfants qu'elle a eu avec Loki. Et donc Loki est plusieurs dieux nordiques. Pourquoi je l'ai mis en troisième? Parce que je ne pouvais pas le mettre en dessous. Et je ne pouvais pas le mettre au-dessus. Au-dessus, il y a des livres qui m'ont encore plus impacté, dans un sens ou dans un autre, par le fait que j'ai adoré ma lecture ou par des choses dedans. Lui m'avait impacté aussi quand même parce qu'on traite de choses assez dures, assez lourdes, que je trouve très important.
et que je trouve important de le lire ou de le découvrir au moins un jour. Parce que vraiment, ça prend au cœur. Mais je sais pas. Je l'ai dévoré, ça y a pas à dire. Je l'ai lu en 2-3 jours si je me trompe pas. En coupé parce que voilà le travail tout ça. Mais c'était super bien, c'était génial, j'ai adoré. Mais pas au point de le mettre plus. Mais ça reste un très beau coup de cœur. Je ne sais pas si je le relirai un jour vu ce qui se passe dedans. Mais c'est un livre que, voilà, que j'aimerais faire découvrir aux gens. Pareil, il reste un peu particulier quand même parce qu'il aborde des thèmes assez durs. Il y a des trigger warnings au début du livre. Donc si vous avez l'occasion de les lire, voilà, je vous les mets juste là. Normalement vous pourrez les lire, je l'espère. Mais voilà, je vous les mets au cas où vous les avez pas, enfin vous n'avez pas pu les voir ou vous pouvez pas les voir. Parce que ça reste important de le savoir. Mais ça reste voilà, un livre que j'ai énormément aimé. En deuxième position, je sais que certaines personnes ne seront pas étonnées, hein, parce que je les bassine et je les ai bassinés un petit peu beaucoup avec ça. Les disparus du pays imaginaire. Les disparus du pays imaginaire que j'ai dévoré pareil en 2-3 jours, qui a créé un problème d'hyperfixation sur Peter Pan. Vraiment, je l'ai lu, je ne voulais lire que des choses reliées à Peter Pan. Bah, c'est pas pratique. Bah, c'est pas pratique. Mais j'ai vraiment adoré ma lecture. J'en parle un peu, beaucoup à mes potes. Voilà, ça s'est calmé parce que du coup, j'ai d'autres fixations à force. Mais j'ai vraiment adoré. On est sur une réécriture de Peter Pan un peu plus sombre. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient déçues que justement ils s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus sombre. Après ça dépend ce que vous lisez aussi en général. Si vous lisez des romans qui sont déjà très sombres en général, oui bah vous allez pas être spécialement traumatisé ou tétanisé par ça, c'est sûr. Même des personnes qui de base ne lisent pas des trucs hard, vous allez pas être traumatisé. C'est juste que là on est sur une réécriture de Peter Pan qui est quand même un peu sombre. Où en fait on est sur une réécriture dans un monde d'aujourd'hui. Avec les personnages, on retrouve le conte de Peter Pan comme on le connaît. Et on va avoir justement tout un côté thriller enquête. Et on va apprendre des choses assez sombres à la fin. Pas de quoi être traumatisé, mais un peu chamboulé quand même. J'ai beaucoup aimé que ça soit justement ces révélations. Je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, je commençais à avoir des soupçons sur un des deux trucs. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc ça m'avait beaucoup chamboulé. Et j'aimais beaucoup aussi la relation entre Wendy et Peter. Voilà, parce que je fais partie de ceux qui rêvaient que justement ils aient une relation vraiment mise en avant. Je n'avais regardé que le premier de Peter Pan, voilà, enfin j'ai pas non plus tout dévoré de ce qu'il y a de Peter Pan. Mais voilà, et moi j'ai vraiment adoré, ça se lit super bien, c'est super fluide, c'est génial. Mais du coup voilà, et ça m'a lancé dans une nouvelle fixation d'une autre saga, d'une réécriture de Peter Pan beaucoup plus sombre, qui est devenue une de mes sagas préférées, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Mais dont je vous parle quasiment tous les mois, je crois à peu près, dernièrement. Mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte que certaines proches le lisent. Et en dernier, le seul livre que je n'ai pas en physique, parce que je l'ai lu en e-book, mais je compte bien me le procurer, c'est Un hiver pour te résister. Voilà. Donc c'est le seul pour le moment que vous n'avez pas eu d'update. Tous les autres, je vous ai mis les updates qui correspondent à chaque fois en barre de... Enfin, en info. Et normalement, je crois qu'ils sont... Enfin, voilà, vous pouvez les retrouver en tout cas. Lui, c'est le seul où vous n'avez pas d'update, hormis sur Insta. Sur Instagram, je vous ai fait ma chronique qui est sortie en fin de semaine dernière, ou en milieu de semaine dernière, je crois.
et parce que tout simplement voilà, je l'ai fini en mai, je l'ai lu en mai, donc il sera dans l'update de mai, dans 3 semaines, tout simplement. Donc je l'ai mis dans ce top 5 un peu one shot, parce que en soi c'est un one shot. C'est un one shot dans une saga, parce que en fait, la saga Season est une saga sur un groupe de copines qui vont chacune avoir leur romance, et c'est un groupe de copines. Voilà, chacune a son tome, donc ils sont tous indépendants des uns des autres. Si vous lisez par exemple un printemps avant de lire un automne, vous allez juste être spoilé des couples d'un automne et d'un hiver, mais vous n'avez pas non plus trop de spoil et vous n'êtes pas bloqué pour le lire. Vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre, enfin voilà. Et ils sont indépendants, donc chacun a son histoire, donc ça reste un one shot. Pourquoi un hiver se retrouve, un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, du coup, pourquoi il se retrouve top 1? Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai eu d'autres gros coups de cœur cette année, bien sûr, que je vous ai présenté du coup juste avant. Et en fait, lui j'ai beaucoup pleuré, franchement, je l'ai lu en même pas 24 heures, je l'ai dévoré, ça se lit super bien. C'est fluide, c'est addictif, dès que t'es dedans, tu lâches plus rien. Et en fait, la raison principale qui fait que j'ai autant aimé et que j'ai été autant à fond, parce que je l'ai lu en lecture commune avec 2 amis, et j'en ai parlé avec plusieurs amis, et je suis la seule à préférer un hiver à un automne. Et j'ai des potes qui ont lu les 3, qui sont à jour, qui attendent un été, qui pareil préfèrent un printemps, un automne, un hiver. Je suis la seule, j'ai pas lu encore un printemps pour te succomber. J'espère le lire d'ici le 30 mai, parce que je revois des amis le 1er juin et j'aimerais bien l'avoir lu avant de les voir. Comme ça, je vais passer la journée à les saouler avec mon retour sur les seasons, mais je sais qu'elles seront ravies d'en discuter avec moi, et qu'elles seront surtout ravies de plus avoir à chuchoter et se cacher pour ne pas me spoiler. Donc voilà. Mais j'ai super envie de le lire. Mais du coup, bah, en fait, je suis la seule à préférer un hiver à un automne. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé un automne pour te pardonner, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais déjà de 1, j'avais du mal avec la relation. Comme beaucoup, j'avais beaucoup de mal avec la relation. J'avais beaucoup aimé l'enquête, franchement. C'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Mais j'avais vraiment du mal avec la relation. Franchement, j'avais du mal. Là, la relation, elle était super mimi, franchement, elle était super cool. Il y a des trucs que j'ai trouvé un peu abusés et on est plusieurs à l'avoir pensé. Mais après, je suis pas chiante comme public, j'étais en mode ouais, c'est pas grave. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Et le gros point fort, c'est Orion. Orion, j'ai eu un énorme écho avec lui, tout simplement. Parce que en fait, alors je dirais pas tout ce qui ressent, parce qu'il y a des choses qui ne me concernent pas malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement. Mais voilà. Je veux pas trop rentrer dans les détails, parce que je ne souhaite pas vous spoiler. Que ça soit sur ses blessures intérieures, que ça soit sur ce qui arrive. Donc je rentrerai pas dans les détails. Ceux qui ont lu, j'espère, vont comprendre mes sous-entendus. Mais voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé à partir du premier tiers du livre, à partir du chapitre 17, je ne parle pas de ça. Je n'en fais pas partie, donc je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui est abordé avant. De ses blessures en fait à lui intérieures. Qui m'ont fait écho parce que j'ai la même chose en fait. J'en ai en fait les deux choses principales qu'il a pour moi sont des phobies en fait. C'est même pas juste des peurs, c'est même pas juste quelque chose qui me fait du mal, c'est des phobies. Il y en a une où c'est une de mes pires phobies. J'ai une phobie extrême
qui est lié à quelque chose de vivant, je ne parlerai pas. Et j'ai cette phobie-là qui est quelque chose de ne pas qui est pas vivant du coup, mais qui est quelque chose que j'ai dans ma vie depuis que je suis enfant et qui est une phobie énorme. Et en fait, avoir un personnage qui a cet écho où on partage deux peurs, parce que la deuxième peur, en fait, c'est pas une phobie, parce que ça l'est pas à ce point, mais ça me terrifie. Je n'aime pas du tout être dans cet état-là, dans cette situation-là. Je fais toujours tout ce que je peux pour ne pas être dans ça. Et ça me terrifie de l'être. Mais ouais. Et l'autre, je suis juste hyper angoissée à mort de l'être. Vu que c'est une phobie, vraiment, ça me terrifie à mort. Et en fait, pour ça m'a fait un très très gros écho, vraiment. Et je me suis juste sentie reliée dedans. Ça m'a immergée encore plus dans l'histoire. Franchement, j'étais juste à fond encore plus dedans parce que je voulais voir justement comment ça allait être traité, comment ça allait être évolué, qu'est-ce qui va se passer. J'ai adoré les personnages. Jane et Aiden, des amours, je les adore. Ces deux hommes, vraiment, je les adore. Lily, oui. Lily, qui est une femme incroyable. Franchement, c'est une femme incroyable. Franchement, c'est un exemple. Elle est... Alors, un exemple pas surtout non plus. Mais c'est une femme forte, qui lâche pas ses rêves, qui se bat, qui vraiment... qui est incroyable. Franchement, je l'ai adorée. Et Orion qui a un coup de cœur immense. Vraiment. Qui fait que c'est pour ça que c'est mon top 1. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment... j'ai juste vraiment adoré. Donc voilà. Voilà un peu mon top 5 des one-shots coup de cœur de ce début d'année. J'espère en avoir d'autres. J'ai prévu de lire d'autres one-shots de toute façon. Donc, mais j'espère en avoir d'autres, des aussi forts, à voir. Mais je pense que je vous referai cette vidéo là en fin d'année. Peut-être vers novembre, je pense. Et puis en janvier, il y aura une vidéo de mes coups de cœur de l'année. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi vous, si depuis ce début d'année, il y a eu des one-shots auxquels vous avez eu des gros coups de cœur. Je sais que pour certaines, il y a eu Un printemps pour te succomber. Mais n'hésitez pas à me partager, franchement, c'est super intéressant. Et puis ça me fera peut-être découvrir justement d'autres titres que je ne connais pas, qui pourront m'attirer peut-être. Puis n'hésitez pas à me faire des retours aussi sur ceux que je vous ai présentés. Et puis voilà. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis salut!